Nous allons commencer cette séance dédiée PLEF, la prise en charge des épanchements pleuraux, donc le pneumothorax et les pleurésies récidivantes. Et donc, vous savez très bien qu'en chirurgie thoracique ou en pneumologie interventionnelle, il n'y a pas de pathologie difficile ou pathologie facile, mais il y a essentiellement des patients parfois difficiles ou faciles. Et bon résultat, et pour cela, donc, j'ai le plaisir d'inviter dans cette première séance Dr Sougour pour nous parler de la prise en charge du pneumothorax. Merci. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir convié à présenter l'équipe de Marrakech et à présenter la prise en charge du pneumothorax. Donc, c'est une pathologie qui est un peu difficile à prendre en charge. D'une part parce que la différenciation, elle est un peu, je veux dire, la présentation ou bien la classification, elle est très diversifiée. Ça va dépendre de plusieurs recommandations qui ont été décrites. Donc le contexte, il faut différencier le contexte spontané et traumatique déjà. Et sur le spontané, il faut différencier les deux, primaire, quand il n'y a pas une pathologie pulmonaire sous-jacente, et secondaire, bien sûr, lorsque le patient est déjà traité pour une pathologie, il traite déjà ou bien il est suivi déjà pour une pathologie pulmonaire préexistante. Selon la taille, on va voir, selon les recommandations, selon les publications, la taille c'est un critère qui est très difficile à juger. Et la prise en charge, on va voir ça à la fin. Le principal facteur d'indiquer la prise en charge, ça veut dire d'intervenir ou bien de ne pas intervenir, ça dépend surtout de la tolérance et après l'évolution. Donc on va dédier 2 plaques, donc je ne vais pas trop parler des pneumothorax traumatiques parce que la majorité ce sont des pneumologues. Donc je vais dire que le pneumothorax traumatique s'intègre dans un cadre qui est très particulier. Le patient il a plusieurs lésions sous-jacentes, qui soient thoraciques, comme des fractures costales, des volets, des brèches pulmonaires ou bien un épanchement mixte. Et plutôt on a ça dans les pneumothorax traumatiques, on a les épanchements mixtes, les hémopneumothorax. La prise en charge, bien sûr, elle est très multidisciplinaire, donc il associe les réanimateurs, les thoraciques et plusieurs autres spécialités. Alors là, on ne va pas trop parler du geste à faire. Le drainage thoracique consiste, le principal geste thérapeutique, et la chirurgie peut trouver sa place. Peut trouver sa place dans quel cas? Surtout dans les fractures costales, dans les volets costales, dans les pneumothorax qui sont associés à une pathologie pariétale et surtout les volets costales avec une instabilité de la cage thoracique. On est de plus en plus, les chirurgiens thoraciques au Maroc, ils sont de plus en plus amenés à stabiliser ces côtes et rendre la stabilité pariétale correcte. Donc comme vous voyez sur les images des volets costaux qu'on est amené à traiter, on ne les laisse pas évoluer sans traitement chirurgical. Vous voyez un petit peu les broches qu'on fait pour stabiliser les côtes. Donc ce sont des broches en titane, donc ça n'empêche pas la réalisation d'IRM et ça ne sont pas à la douane. Donc voilà les radiothorax après pour la stabilisation des côtes. On va attaquer à notre sujet. Donc le pneumothorax spontané, c'est lui qui consiste plusieurs controverses. Donc sur le plan épidémiologique, le pneumothorax spontané il est un petit peu mal connu. Ça diffère d'un pays à l'autre. Sur le plan nosologique, on va voir un petit peu la différenciation entre le pneumothorax spontané primaire et secondaire. La définition un petit peu se croise. Le diagnostic, il y a plusieurs classifications, ça vous le savez. Et sur le plan thérapeutique, il y a un petit peu absence de consensus. Et c'est ça le plus important parce que chacun fait, lorsqu'il y a une absence de consensus, on donne le libre choix aux praticiens de faire ce qu'il veut, entre parenthèses. Alors, sur le plan épidémiologique, il y a 2 études qui sont de grande envergure. La première, elle est française, elle est publiée via le programme de médicalisation des systèmes informatiques. Il a un petit peu randomisé tous les patients qui ont eu un pneumothorax en France entre 2008 et 2011. Donc vous voyez un petit peu le nombre, c'est plus de 42 000 patients, avec un taux annuel de pneumothorax de 22,7 pour 100 000 habitants. Et pour le sexe ratio, on a une femme pour 3 hommes. Les facteurs de risque, et là vous savez mieux que moi le facteur de risque, le premier facteur de risque c'est le tabagisme, qui va augmenter, qui va multiplier le risque relatif d'avoir un pneumothorax x2 pour les femmes, et malheureusement x22 pour les hommes. Et
Voilà, un facteur de risque qui est totalement décrit, c'est la consommation de cannabis. On le voit surtout dans notre contexte, on voit surtout plusieurs patients qui ont des bulles d'emphysème, qui sont jeunes, et sont des bulles d'emphysème. Donc on est un petit peu embêté de les classer selon les classifications. Est-ce que ce sont des pneumothorax spontanés primaires, vu qu'ils sont jeunes, ou bien des pneumothorax spontanés secondaires, vu qu'ils ont des bulles d'emphysème sur le scanner. Donc on est un petit peu là. C'est ça pourquoi j'ai dit que la définition entre les deux contextes, de pneumothorax primaire et secondaire, il est un petit peu flou. Donc c'est juste pour dire que le cannabisme, quand même, c'est un facteur de risque qui est totalement décrit dans la survenue des pneumothorax. Aussi, vous le savez qu'il y a d'autres facteurs de risque, comme la pression atmosphérique, comme la pollution d'air aussi. Et là, un facteur de risque qui est tout à fait confirmé, c'est l'indice de la masse corporelle. Donc, tant que l'indice de la masse corporelle est diminué, l'IMC il est diminué, on a plus de malchance d'avoir un pneumothorax. Alors, la prise en charge thérapeutique, on va essayer de répondre à ces questions. Donc, quand est-ce qu'on doit intervenir? Et puis, comment intervenir? On va voir que de plus en plus, on va entendre parler de la gestion ambulatoire, que plusieurs praticiens commencent à un petit peu discuter de la prise en charge ambulatoire. Ça veut dire on va traiter le patient, on va le faire sortir. C'est l'hôpital de jour. D'accord? On ne va pas hospitaliser le patient. On va voir un petit peu les gens pour et les gens contre. On va un petit peu voir le controverse entre l'exsufflation et le drainage. Est-ce qu'on est amené à exsuffler plutôt que drainer, ou bien le contraire? Et bien sûr, comme chirurgien, je vais parler de la chirurgie. Donc, je vous propose ce cas clinique. Et j'espère que vous allez pouvoir me répondre. Ça, c'est pas pour vérifier vos compétences, mais c'est juste pour intégrer un petit peu et commencer ma prise en charge. Donc, c'est un homme de 26 ans, sans antécédents pathologiques, chirurgicaux ni médicaux. Donc, il s'est présenté pour le premier jour de douleur thoracique, d'apparition brutale, fumeur de cannabis, avec une saturation à 93%, sans oxygène, avec la radio thorax. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais là, il y a voilà, un pneumothorax droit, et la ligne de la plèvre viscérale est là. Voilà, on a fait un scanner aussi. Donc, je vous demande juste une chose. Alors, le scanner thoracique, c'est un pneumothorax ici, avec la présence de quelques blebs, des petites bulles ici, au niveau de l'apex pulmonaire droit, avec un pneumothorax de grande abondance. Alors, quelle est l'attitude optimale pour ce patient? Est-ce qu'on va l'observer? On va le surveiller, ça veut dire on ne va pas intervenir, ou bien on va l'exsuffler, ou bien on va faire un drain de 12 avec aspiration, drain de 12 avec valve de Heimlich, ça veut dire on ne l'aspire pas, ou bien on va mettre quand même un drain de gros calibre et on va l'aspirer, ou bien on va faire la chirurgie, on va l'opérer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le 2, on va l'exsuffler et après, si ça ne marche pas, on va le drainer. Ou bien le 3. Donc, on va l'aspirer avec un drain de petit calibre. On va attendre. C'est juste pour vous dire que la prise en charge, elle n'est pas tout à fait codifiée. Ça, c'est ça le malheur. Donc, toutes les attitudes, elles sont défendables. Sérieusement, je vais vous montrer qu'on peut défendre l'observation. Parce que le patient il est stable, il a une saturation à 93 sans oxygène. D'accord? Donc il est bien toléré. On peut très bien un petit peu observer le patient, refaire une radio d'ici quelques heures et voir comment ça se passe. L'exsufflation elle est aussi défendable, le drain thoracique aussi, mais la chirurgie aussi, elle est défendable. D'accord? C'est tout à fait défendable. Oui, c'est le premier épisode de pneumothorax. Alors, c'est un patient qui habite presque à 120 km de Marrakech, dans 30 km de piste. D'accord? Alors, lorsqu'il a fait le pneumothorax, il a pris plus de 18 heures pour arriver à l'hôpital. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va lui laisser quand même la malchance de refaire un autre pneumothorax, ou bien on va l'attaquer directement? Alors, sérieusement, on a discuté avec le patient, et il a préféré qu'il soit opéré. C'est juste pour diminuer un petit peu au maximum, diminuer le maximum la malchance d'avoir une récidive. Donc je vais vous mettre juste une petite vidéo de ce patient. Donc c'est un pneumothorax qui a été opéré par une petite incision qu'on va décrire tout à l'heure, c'est une incision unique. Donc le patient est hospitalisé drainé, donc drainé pour un petit peu préparer l'acte opératoire. Parce qu'on ne peut pas, elle les prépare pour le post-opératoire, pour que le patient sache un petit peu ce qu'il fait juste après l'acte opératoire. L'incision, voilà, l'incision c'est presque à 1 cm.
Donc ça consiste à ouvrir la cage thoracique, donc vous voyez, on met les caméras, on voit un petit peu les blèves qui sont au début, vers l'apex du poumon, ce que vous voyez sur le scanner tout à l'heure. On coupe, on va commencer à couper la partie qui présente des petites bulles qui sont responsables de la formation du pneumothorax. On coupe, on fait sortir la plèvre, et bien sûr, pour éviter les récidives, il faut faire une pleurectomie. Pour nous, on fait toujours la pleurectomie, on ne fait pas d'abrasion, on ne fait pas de talcage. Donc la pleurectomie, c'est elle qui a été décrite comme la méthode qui engendre plus de symphyse pleurale, si je peux dire ça. Donc voilà, la pleurectomie, on évite de toucher la plèvre sur les 3 premiers espaces, et après on va faire la pleurectomie. Le sointement, c'est ce qu'on cherche. Ces petits saignements, c'est de la colle. C'est que le poumon, lorsqu'il revient à la paroi, il va se coller. Et puis on va mettre le drain, je ne sais pas si vous voyez le drain. On va demander à l'anesthésiste de gonfler le poumon, parce qu'on travaille sur intubation sélective. Et voilà, le poumon augmente. À H4, ça veut dire 4 heures après l'acte opératoire, le patient est tout à fait autonome. Ça veut dire qu'il est réveillé et commence à faire ce que le kinésithérapeute lui a montré comme geste, pour favoriser un petit peu la pression négative intrapleurale, pour avoir une petite pipe, ça veut dire une pression expiratoire positive à l'intérieur du poumon. À H6, ça veut dire les 6e heure après l'acte opératoire, le patient il peut marcher avec son bocal, avec l'infirmière. Et puis le lendemain, radio de contrôle, il va sortir. Ça veut dire l'hospitalisation au service de chirurgie thoracique. Pour lui, ça n'a pas duré plus de 24 heures. D'accord ? Voilà, je vous ai présenté ce cas, c'est juste pour vous dire que l'aspect thérapeutique de pneumothorax est très diversifié, malheureusement parce qu'il n'y a pas de consensus, ni marocain, ni ailleurs. Donc il ne faut pas s'inquiéter, les recommandations sont des recommandations. La plus récente date de 2010, c'est la BTS, il date de 2010, on va la voir tout de suite. Et puis il n'y a pas de preuve de littérature. Et on est à deux pour traiter le pneumothorax. Il y a les pneumologues et bien sûr il y a les chirurgiens thoraciques. Donc, les deux méthodes, si je peux dire ça, ça veut dire la méthode interventionnelle chirurgicale et la méthode conservatrice, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, les 2 premiers articles qui ont été publiés, ça date de 1966. 2 articles, donc vous les voyez ici, les deux. Une qui défend la méthode conservatrice, l'autre qui défend la méthode chirurgicale. Donc, le controverse, si je peux dire ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà les recommandations. Donc on a juste 2 papiers sur les recommandations. Le premier, c'est américain qui est en bas. C'est le consensus de Delphi en 2001. L'autre, c'est la BTS. Ce sont les recommandations britanniques qui ont été publiées en 2010. Je crois que tout le monde connaît ces recommandations. Le premier point qui est un peu dérangeant, c'est la classification des pneumothorax par les 2 recommandations américaines et britanniques. Les Américains, il parle de la hauteur apex base, ça veut dire celle-là. Supérieur à 3 cm, c'est un pneumothorax de grande abondance. Inférieur à 3 cm, c'est un pneumothorax de petite abondance. Pour les Britanniques, c'est l'espace axillaire par rapport à la plèvre viscérale. Cet espace supérieur à 2 cm de grande abondance, inférieur à 2 cm de petite abondance. Alors imaginez si le poumon il est collé ici. On voit des pneumothorax que le poumon il est collé sur la partie axillaire et il est décollé sur la partie apicale. Vous allez classer le pneumothorax comment? Alors, grande abondance américain et petite abondance britannique. C'est juste pour vous dire que la classification est un peu hasardeuse, si je peux dire ça. Il y a l'indice de Light, vous le connaissez mieux que moi, et il y a l'indice de Collins. L'indice de Collins, en ce qui nous concerne, c'est l'indice qui donne c'est le plus objectif. Pourquoi? Parce qu'on fait la somme apex, et puis axillaire, et puis le bas. Et puis on les divise en 3. Supérieur à 20%, c'est de grande abondance. Inférieur à 20%, c'est de petite abondance. Voilà. Les Espagnols aussi, ils ont essayé de classifier ce pneumothorax. Et pour eux, il y a 3. Il y a partiel, complète et totale. Partiel lorsque le pneumothorax est partiel. Total lorsque tout le poumon est décollé, et total lorsqu'il y a formation de moignon pulmonaire. Pour les aspects thérapeutiques, on a dit qu'il est difficile un petit peu de suivre les 2 recommandations, mais bon, il faut choisir une quand même. Donc pour l'ACCP, ça veut dire pour les Américains, ils sont un peu plus agressifs.
Ça veut dire, pour eux, le drainage thoracique s'impose lorsque le pneumothorax est supérieur à 20% de la cage thoracique. Par contre, les Britanniques, ils sont un peu plus conservateurs, si je peux dire ça, et ils vont intervenir, pas selon la taille, mais selon les symptômes que le maladie a. On va décrire tout ça. Donc voilà, c'est juste pour dire quelques recommandations. Donc pour l'exsufflation, les Britanniques, tous les pneumothorax spontanés primaires symptomatiques, on a dit que les Britanniques sont plutôt pour ce qui est soit symptôme, soit non-symptôme. Pour les pneumothorax spontanés secondaires, lorsqu'ils mesuraient à moins de 2 cm, on l'exsuffle, plus on met un drain. Pour la chirurgie, et là je veux mettre un point sur ce point, je veux mettre une grande ligne sur ce point. Donc la vie chirurgicale suit un bullage persistant ou non réexpansion pulmonaire dans les 3 à 5 jours. Alors tous les deux, ils n'ont pas dépassé 5 jours. Pour tous les deux, ça veut dire pour les Britanniques, pour les Américains, au-delà de 5 jours, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas attendre. Voilà. Pour les Américains, alors, pour les pneumothorax spontanés de grande taille, cliniquement stable, on met un drain. Cliniquement instable, un drain plus aspiration. Alors, au début, c'est drain plus hémiche. Et pour eux, la vie chirurgicale, elle est à J4. Parce que lorsque vous nous envoyez un malade pour un avis chirurgical, on ne l'opère pas à J4, ça c'est clair. À J4, on le voit, on demande un bilan, on demande un scanner, on demande une fonction respiratoire. On peut l'opérer qu'à J6, à J7. Et pour le pneumothorax spontané secondaire, le drainage s'impose, plus thoracoscopie vidéo assistée. Ça veut dire que tous les pneumothorax spontanés secondaires doivent être opérés. C'est pas moi qui le dis, ce sont les recommandations américaines. La prise en charge ambulatoire, on a dit que de plus en plus les gens parlent de cette prise en charge ambulatoire parce que l'hospitalisation, ça consomme chez les Européens, chez les Américains. Un jour d'hospitalisation, ça coûte beaucoup. Pour nous, je crois, c'est beaucoup moins. D'accord ? Donc la prise en charge ambulatoire, ça nécessite quand même un matériel adéquat, une valve de Heimlich, valve anti-reflux. Voilà, un autre type. Et voilà ce qu'ils ont inventé à la fin. C'est une valve anti-reflux que le patient doit le mettre, ponctionner, exsuffler, et le patient va rentrer chez lui avec ce dispositif anti-reflux. Ils vont revoir le malade le lendemain pour un examen clinique, une radiographie thorax. S'il est bien, il enlève le dispositif. C'est simple. La prise en charge ambulatoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. La prise en charge ambulatoire, elle a été décrite par cet article en 1976, lorsqu'ils ont inventé la valve de Heimlich comme un dispositif anti-reflux pour le pneumothorax. Les médecins, ils ont proposé que le malade doit rentrer chez lui avec cette valve. Les recommandations de PTS, quand est-ce qu'on met la valve de Heimlich? Dans un seul cas. C'est lorsque seulement pour les pneumothorax spontanés secondaires inopérables. Ça veut dire que vous avez un patient âgé de 70 ans, BPCO, pneumothorax. Le malade, il n'est pas opérable à cause d'une pathologie cardiaque, à cause d'autres pathologies. On ne peut pas opérer le patient. Alors, on met la valve de Heimlich et le patient rentre chez lui pour une surveillance ultérieure. Voilà, je vous propose juste cette méta-analyse qui a regroupé 18 études. C'est une méta-analyse qui a été décrite et publiée en 2013. Plus de 1200 utilisations de la valve de Heimlich avec 80% d'un succès en ambulatoire. Ça veut dire soit on draine, soit on ponctionne et le patient rentre chez lui avec une valve de Heimlich avec un très bon résultat. L'article qui vient de sortir en 2020, c'est un article qui a été publié dans The Lancet. Donc c'est un essai contrôlé randomisé, 24 hôpitaux, qui a randomisé les pneumothorax spontanés primaires des adultes entre 16 et 55 ans, 2 bras, traitement par dispositif ambulatoire, ou bien gestion standard basée sur la directive aspiration, insertion et tout. Les critères de jugement, c'était les séjours à l'hôpital, y compris la réadmission jusqu'à 30 jours. C'est quoi le résultat de cette étude?
La prise en charge ambulatoire du pneumothorax spontané primaire a considérablement réduit la durée d'hospitalisation. Pour eux, je l'ai dit, la durée d'hospitalisation est très importante. Le jour d'hospitalisation, ça veut dire que ce qu'ils consomment, il est très important. Mais au détriment d'une augmentation des événements indésirables. 55% contre 39% comme effet indésirable, dont 11% grave dans le premier bras. Alors, prise en charge conservatrice ou bien interventionnelle. Un article publié en 2020 dans The New England Journal of Medicine, ils ont randomisé 316 patients, ont été inclus. Tous les patients ont reçu des antalgiques avec de l'oxygène. Le premier groupe interventionnel, on a mis quoi? On a mis un drain thoracique et on a surveillé H1, H4 par une radiographie thorax. Le groupe conservateur, pas de drainage, on n'a rien fait. Surveillance clinique et radiologique et contrôle à H4. D'accord? Donc, groupe drain thoracique, groupe juste surveillance, on n'a pas fait. On n'a pas exsufflé, on n'a pas drainé, on n'a rien fait. Donc, on a juste surveillé. Et les deux groupes sont suivis cliniquement et radiologiquement pendant toute cette durée. H24, troisième jour, deuxième semaine, quatrième semaine, et puis un an. Les résultats, c'est quoi? La prise en charge conservatrice était non inférieure à la prise en charge interventionnelle pour la résolution radio des poumons spontanée, modérée et importante. Et la gestion conservatrice, ça veut dire lorsque vous recevez un malade qui est stable, vous ne faites rien du tout, il a épargné 85% des patients. Et j'ai dit, bien sûr, le patient, il est stable. Alors, exsufflation ou bien drainage, qu'est-ce que vous préférez? Toujours, là c'est... 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la CCP, le drainage thoracique, il est indiqué en cas de pneumothorax supérieur à 3 cm. Les BTS, ils sont plutôt pour l'exsufflation. Donc, ça c'est juste une étude française qui a comparé les deux bras entre exsufflation et drainage. Voilà les villes qui ont participé. Les kits de l'exsufflation, le premier bras, c'est le kit de Turkel et le drainage thoracique. On va le voir. Voilà. Donc, deux bras, exsufflation, drainage. Les deux éléments à voir, c'est l'analyse de recollement pulmonaire à 24 heures, et puis l'analyse de récidive à un an. Ça, c'est un trocar qui est très spécial. Il a un embout qui change de couleur, embout vert lorsque la pression est positive, lorsque le trocar est dans l'air. Il est devenu rouge lorsque vous pointez, lorsque la pression est devenue négative. Et lorsque vous le mettez à l'intérieur, la pression redevient positive parce qu'il y a pneumothorax. Le voyant devient rouge. Donc vous êtes tout à fait apte à dire que je suis latent dans la plèvre. Donc voilà, la mise en place est tout à fait standard. Les résultats, par rapport à l'exsufflation et le drainage. Non-infériorité à 24 heures des deux bras. Pas de différence entre les deux bras. L'exsufflation, c'est comme le drainage. Alors, je vais juste dire un mot sur le Covid plus pneumothorax. Les BTS, ils ont mis des recommandations qui sont là, sont presque calées sur les indications du pneumothorax spontané primaire. Place de chirurgie, donc comme vous savez, les deux buts, résection des lésions bulleuses et la symphyse pleurale. Les indications, vous les connaissez tous, donc ils sont là. Je voulais juste vous présenter notre thèse qui vient d'être publiée en 2021, qui a randomisé 166 pneumothorax spontanés, l'âge 47 ans, 9 hommes pour une femme. Les causes de ce pneumothorax sont décrites sont plutôt des BPCO, plus quelques tuberculeux. Les pneumothorax secondaires ils étaient presque à 62%, les pneumothorax primaires il est à 24%. Les suites post-opératoires, des suites prolongées qui ont été un petit peu à 2,6%. Les récidives très minimes avec une mortalité à un patient à M4, à 4e mois pour un nœud de poumon. Alors, les techniques, on est passé de la thoracotomie qui est un peu large, un peu grande et tout ça. Donc, comme vous voyez ici, la résection du but de l'emphysème, la pleurectomie par une thoracotomie et puis la réexpansion pulmonaire après la thoracotomie.
On est passé par 3 orifices, on est passé de la thoracotomie large et tout ça, on est passé à opérer par 3 orifices. On a dit qu'on va minimiser un petit peu les choses. Pourquoi on va faire 3 orifices dans 3 espaces intercostaux? On va un petit peu traumatiser les espaces. On a diminué à 2, et puis on a diminué à 1, comme vous voyez. Donc une seule incision de 1,1 à 2 cm maximum. On peut y travailler, on peut mettre le trocar, comme vous voyez ici, l'optique, la pince, appréhension. Et puis, on peut mettre même 2 pinces à l'intérieur de même orifice. Et à la fin, donc j'espère que... Voilà, comme vous voyez, il y a une bulle au niveau du sommet. Donc on est amené à l'opérer. Et on est amené à l'opérer par l'attitude la moins invasive possible. Et on préfère toujours l'opérer par un seul orifice où on met la caméra, l'optique, je veux dire, et puis la pince à couper. Ça, c'est une pince automatique qui coupe, qui prend et qui coupe en même temps. La bulle, vous le voyez au sommet. Donc voilà, c'est un BPCO, c'est un malade âgé de presque 65 ans. Et puis voilà, on coupe en bas pour enlever toute la partie un petit peu bulleuse qui est responsable de la récidive du pneumothorax. Voilà, on coupe ici. Et après, bien sûr, à la fin, on va faire une pleurectomie. Et on laisse notre drain thoracique, on demande toujours au réanimateur de gonfler à la fin pour voir un petit peu si on a des fuites et pour que le poumon reprenne sa place. Voilà la pièce opératoire et par le même orifice, on met le drain thoracique. Donc on ne perd rien du tout sur le plan incision avec une récupération et douleurs post-opératoires qui sont minimes. Je saute sur cette vidéo parce qu'apparemment j'ai dépassé un petit peu le temps. Pour les pleurodèses, alors, on a dit que le but de la chirurgie, c'est résection de la bulle, de l'étiologie du pneumothorax, et puis il faut éviter les récidives. Éviter les récidives, c'est favoriser un petit peu la symphyse pleurale, que le poumon, lorsqu'il revient à la paroi, il va se coller. Il va se coller par 3 manières, soit par une pleurectomie, c'est ce qu'on préfère, soit par une pleurodèse, par une abrasion, on va dire que l'écho à l'intérieur, soit on fait ce qu'on appelle le pleurodèse chimique, c'est le TAC. C'est un produit chimique qui favorise l'inflammation des 2 plèvres. Les 2 plèvres, lorsqu'il revient une en contact de l'autre, ils vont se coller. La synthèse, donc, j'ai terminé par cette plaque. Quand intervenir? Donc, la tolérance, c'est un facteur qui est très important. Donc, si le pneumothorax est toléré, on pense qu'il faut attendre. Lorsque le pneumothorax est symptomatique, il n'est pas toléré, même par la douleur, il faut intervenir. Soit exsuffler, soit drainer, ça c'est à vous de décider. Comment intervenir? Voilà. La gestion ambulatoire, dans notre contexte, je crois que ce ne sera pas possible. Sérieusement, dire au patient, on va vous drainer, rentrer chez vous, et puis on va revoir demain. L'accès aux urgences, je crois que c'est difficile, ça prend plusieurs heures juste pour que vous voyez le malade. L'exsufflation, le drainage, alors on préfère exsuffler de manière urgente, parce qu'on n'a pas le temps de préparer tout le matériel de drainage et tout ça. Le matériel d'exsufflation est tout à fait facile à avoir. Le drainage thoracique, toujours on utilise des petits calibres. Place de la chirurgie, on suit toujours les recommandations de la CCP et de la PTS. On utilise la thoracoscopie, c'est beaucoup mieux que la thoracotomie maintenant. Sauf pour des cas qui sont particuliers où les BPCO, le poumon il est très collé, alors là on passe à la thoracotomie et on minimise les incisions. Dans les pneumothorax spontanés secondaires, 2 premiers épisodes, dans le pneumothorax spontané secondaire, primaire, 2e épisode, ou bien échec, à 5 jours, il ne faut pas dépasser 5 jours. Et puis le pneumothorax spontané primaire, en premier épisode, on discute avec le malade. Donc, toujours dans un but, des buts un peu professionnels, on peut indiquer au malade qu'il sera opéré. Donc j'ai terminé, je vous propose d'aller visiter la plage de Mefna après ce Covid. Et voilà. Merci, professeur Msouker. Merci. C'est très concluant, c'est très technique, c'est très clair. En attendant la connexion par vidéoconférence avec le professeur Astoul, on peut prendre une question ou 2. Des questions? Ma question est relative aux 160 et quelques cas de pneumothorax que vous avez opérés. Est-ce que vous avez recours à une reconversion en thoracotomie et pour quelle raison? Alors pour les 166 cas, plus de 20% ils ont été faits par une thoracotomie, donc les 80% par une thoracoscopie, et les thoracotomies ont été faites à peu près dans les 20%. C'est pour les patients
qui ont beaucoup de bulles d'emphysème. Un poumon qui est vraiment collé contre la paroi. Et des patients qu'on a fait aspirer le malade après sur la table opératoire. Si le malade bulle la rage, on ouvre pour voir un petit peu si on a raté quelques bulles ou bien laissé une bulle. Si le malade ne bulle pas, alors que nous sommes corrects. Voilà. Donc c'était à peu près à 20% contre 80% Bravats. Oui, d'abord félicitations. Ça veut dire qu'il amène plus que 200 cc, plus que 300 cc. 24 heures, je pense, à mon avis, que c'est un petit peu quand même court. Alors, 24 heures. 2 points. La pleurectomie, on ne fait pas une pleurectomie qui est totale. On fait la pleurectomie depuis le 5e espace jusqu'à le 2e espace. Pas au-delà, pas au-dessous. D'accord? Le saignement, il est tout à fait vérifiable par le drain thoracique. C'est ça pourquoi on laisse le drain thoracique 24 heures. Parce que le drain thoracique, le poumon, il revient sur le champ à la paroi. Si on met le drain thoracique, c'est pour vérifier un petit peu nos saignements. Et bien sûr, on n'enlève pas tant qu'on n'a pas inférieur à 100 cc de sang par 24 heures. Et bien sûr, le malade rentre chez lui. Il revient à J3 pour le voir, avec une radio de contrôle. Et puis à une semaine, et puis 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an.